Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci d'être présent pour ce premier rendez-vous table ronde du cercle dirigeant Esprit Critique. Alors du coup, il y a environ 150 inscrits en présentiel et en distanciel. Il y a pas mal de gens en distanciel, donc on les salue évidemment. Bien évidemment. Quelques éléments de présentation de l'événement et puis de ce que c'est que le cercle dirigeant Esprit Critique. Je suis très heureux en tout cas de vous accueillir dans un amphi qui s'appelle Paul Ricoeur. Vous avez peut-être repéré ça, mais c'est pas rien. Du coup, ça met sous bon augure d'une certaine manière ce qu'on essaie de faire à plusieurs autour de ce cercle dirigeant. Le cercle est né il y a à peu près un an, voilà, autour de 9 dirigeants d'horizons assez divers. Vous avez les noms qui sont affichés sur l'écran et puis les fonctions. C'est né en fait, le cercle est une émanation de l'Institut Vaugirard Humanité Management. Voilà. On a créé, Jérôme Gasquet ici présent, moi-même, et puis Sabine Bureau qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui. Voilà. On a créé l'Institut Vaugirard Humanité Management il y a environ 10 ans, voilà, avec une intuition, Jérôme et moi, que le monde de l'entreprise et le monde des dirigeants, alors les dirigeants au sens étendu du terme, des gens qui sont en situation de responsabilité importante et qui ont un effet d'impact dans leurs organisations. On a l'intuition que il y avait besoin absolument d'ouvrir des lieux, d'espaces de réflexion, de prise de distance sur, au fond, à la fois, et de travail, à la fois sur la réalité très concrète, opérationnelle de leurs organisations, et puis sur la posture au fond de ce que c'est que d'être dirigeant dans le monde qu'est celui-ci. Et on a créé du coup un programme qui s'appelait Diriger et faire face à l'incertitude, à la complexité et l'incertitude. Voilà, il y a 10 ans, le programme existe toujours. On a formé en 10 ans plus d'une centaine, 150 dirigeants dans ce programme-là. Donc ça commence à faire une masse critique assez importante. Bon. Et de cette expérience du programme dirigeant, certains ont eu envie de continuer au fond cette aventure, qui est une aventure de travail en commun, avec une certaine idée au fond d'aller creuser en profondeur les réalités qui sont les leurs. Et voilà, on s'est retrouvé au fond sur un projet commun de se dire, plus que jamais aujourd'hui, on a besoin de développer un esprit critique dans le monde qu'est le nôtre aujourd'hui, parce qu'il y a des angles morts et on va y travailler aujourd'hui. Et donc voilà, le cercle du coup a été fondé à partir de cette idée que la nécessité au fond pour un dirigeant, non pas simplement de faire, mais de penser. Et Jérôme, je ferai un clin d'œil, on était dans un COMEX, on dira pas où, peu importe, mais le président de ce COMEX-là avait dit à son COMEX, on intervenait, j'ai besoin de dirigeants qui pensent. Voilà. Et ça, c'est quand même assez fort d'affirmer qu'il faut, pour pouvoir rendre pertinent l'organisation, les modes de fonctionnement, le management, voilà, d'avoir au fond des dirigeants qui pensent. Voilà. Et penser, ça veut dire d'abord avoir une pensée libre. C'est quand même l'enjeu, alors qu'on est toujours pris plus ou moins entre les injonctions, les idéologies, les représentations qui circulent. Et donc, du coup, comment on réussit effectivement à avoir un esprit critique. Voilà. Je pense, et du coup, peut-être certains connaissent un auteur qui est un grand sociologue qui s'appelle Karl Mannheim, qui avait écrit dans le milieu du siècle un livre qui s'appelle Idéologie et Utopie. Et il montrait, et Ricoeur d'ailleurs reprend cette tension entre idéologie et utopie, et il disait la chose suivante, on a besoin d'un esprit librement flottant. Ça, j'aime bien cette représentation-là, c'est-à-dire
au fond un esprit libre. Hein. C'est pas facile d'être libre dans les organisations parce que voilà, on est sous contrainte de plein de trucs, on a des choses à promouvoir, à vendre, etc. Mais avoir un esprit librement flottant, voilà, c'est ça peut-être l'esprit critique, et c'est ça en tout cas ce qui nous a rassemblés. Hein. On avait envie d'oser cette liberté de penser. Une autre manière de le dire, et je ferai référence à un philosophe cette fois-ci, qu'on a déjà travaillé nous ensemble, etc. François Julien, qui, dans un livre intitulé Le sage et sans idée, d'une certaine manière, revendique aussi cet esprit critique. L'esprit critique, c'est peut-être une espèce de sagesse qu'il faut essayer de travailler, de développer. Et la sagesse, c'est d'être sans idée. Alors, François Julien dit la chose suivante. Non pas qu'il n'ait pas d'idée, mais il s'en interdit a priori aucune. Voilà. Et peut-être là, il y a un espace, qui est un espace de travail au fond, hein, c'est-à-dire s'interdire aucune idée, essayer de les creuser, aller voir au fond les arrière-fonds, les soutes, hein, d'une certaine manière, les angles morts, pour essayer de réussir à prendre sa posture et décider quelque part quelque chose qui fait avancer la société dans laquelle on existe. Donc, bienvenue, merci d'être présent. On va fonctionner, on s'est réunis, hein, le cercle dirigeant, quasiment une fois tous les 15 jours. On a travaillé une fois tous les 15 jours depuis 8 mois à peu près. Hein, donc voilà, en visio, où on échangeait, on conversait d'une certaine manière. Hein. J'aime bien moi le terme de conversation, c'est-à-dire au fil de l'eau, hein, c'est-à-dire avec la singularité de chacun d'entre nous. Et puis voilà, et si on va essayer ici de rendre un peu compte de ces 8 mois de conversations sérieuses, libres, entre nous, autour de deux tables rondes. Une première table ronde autour de la parallélisation des mondes. C'était l'hypothèse, au fond, qu'on a fait ensemble pendant 8 mois. Il y a peut-être aujourd'hui des parallélismes dans le monde et dans les mondes et du coup, comment on essaie de résoudre cette question-là. Et puis, nouvelle hiérarchie, nouvelles attentes. Tous les dirigeants qui sont du fondateur de ce cercle-là, voilà, seront les acteurs de cette table ronde. Les tables rondes vont être assez courtes, 30 minutes, voilà, et on va garder 10 minutes d'échange avec vous, à la fois ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en distanciel. Il y a le chat, donc on suivra les questions, bien évidemment. Je précise une chose, puisqu'il y a une absente parmi les fondatrices, qui est Stéphanie Scoop, l'unique femme de ce cercle, voilà, et alors, malheureusement, pour une question d'agenda, elle ne pouvait pas être là ce soir, mais Stéphanie a participé depuis le début, et elle a participé à l'élaboration de ces tables rondes, de ce que vous allez entendre. Donc, on va se livrer à l'exercice, au fond, d'une conversation, hein, autour de ces thématiques-là. Je laisse la parole tout de suite à Jérôme, qui sera l'animateur de la première séance. Vas-y Marc, rejoins-toi. Et on va attaquer la première table ronde, donc sur la thématique le risque de la parallélisation des mondes. Sur le correcteur Word, c'est un peu compliqué, parallélisation, quand on fait une faute de syntaxe. On n'arrive pas à retrouver le mot. Donc, déjà sur votre droite, Xavier, directeur général de la Fondation Bon Sauveur de la Manche. À ses côtés, Guillaume, qui, comme vous le voyez, est président fondateur d'Open Value, après avoir créé déjà 3 ou 4 boîtes avant. Marc, je ne le présente pas. Et donc, Diego, qui est président de SNCF International. Je pense que vous connaissez tous le sigle de cette grande maison. Eh bien, on va attaquer. Et en effet, on parle de parallélisation des mondes, et quand on parle de parallélisation des mondes, je pense que vous pensez tous vous dites, mais attends, qu'est-ce qu'on peut entendre par monde parallèle? Eh bien, il y a j'allais dire, le monde rural et le monde urbain, il y a la parallélisation entre le monde financier et puis le monde économique, parce qu'on a un peu l'impression parfois ça fait un bout de temps que le monde financier est un peu décorrélé de la réalité économique. Il y a une actualité aussi, il peut y avoir une parallélisation entre le monde politique et le peuple. Hein. On en a une actualité aujourd'hui qui est assez intéressante à visualiser. Il peut y avoir également une parallélisation entre le monde réel et le métavers. Enfin, donc, on manque pas d'exemples de parallélisation, et puis il y en a bien d'autres.
Ça m'intéresserait, Marc, que tu me dises un petit peu, toi, comment tu comprends l'idée de parallélisation des mondes, et puis on fera on ira de saut de puce en saut de puce sur le sujet. Alors, la thématique de la parallélisation, hein, faut revenir sur ce que c'est que des parallèles au fond. Hein. Des parallèles, c'est le fait d'être sur une ligne qui jamais n'aura des points d'intersection avec les parallèles d'à côté. Enfin, c'est le béaba, mais l'image est assez intéressante, quoi. Et peut-être que on peut dire que la question de vivre en parallèle, ça veut dire qu'on vit en à côté, quoi. Voilà. Et peut-être qu'à l'inverse, l'enjeu au fond de la vie dans un corps social, c'est comment on va réussir en même temps, parce qu'on est tous les uns et les autres situés dans nos propres représentations, nos propres idéologies, nos propres manières d'envisager le réel, etc. C'est comment on va réussir à se croiser quand on est sur des lignes qui sont des lignes parallèles. L'enjeu au fond d'une société, peut-être il y a des questions d'actualité que tu as évoquées, mais on voit bien que c'est peut-être un de ces enjeux-là. Hein. Au fond, c'est comment on va réussir à se croiser, c'est-à-dire à se donner les moyens de créer quelque chose qui est de l'ordre d'une connexion, au fond, d'une reconnexion sur nos lignes sur lesquelles nous traçons habituellement nos manières de vivre. Voilà. On parle souvent de quand on analyse ce que c'est qu'une société, un corps social, un collectif, etc. Qu'il y a des enjeux, il y a toujours des espèces de segmentation dans le corps social. C'est un corps social, par définition, c'est segmenté. Hein, voilà, on appartient à des segments d'un corps social. On n'est pas de tous les segments. Et c'est il y a une normalité de la segmentation dans un corps social. L'enjeu, c'est quand la segmentation devient une fragmentation, quoi. C'est-à-dire que quand on finit par casser les raisons, les espaces qui permettraient au fond que ça se croise à un moment donné. Bruno Latour, qui est un des grands philosophes sociologues qui est décédé il n'y a pas très longtemps, parle de zones critiques. Et ça, je trouve, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, un monde, c'est toujours fait dans les zones critiques, c'est les zones de conjonction, de connexion, de commun qui vont permettre en partie de tracer ensemble quelque chose de viable ensemble. L'enjeu d'une société, évidemment, et d'un collectif, hein, c'est de comment on arrive à créer quelque chose de viable. Alors peut-être que il y a l'hypothèse que nous on a faite, c'est qu'il n'y a pas simplement une segmentation ou une fragmentation du corps social. Il y a des mondes parallèles qui aujourd'hui peut-être sont en route. Je donne quelques raisons. Première raison, et on pourrait faire l'inventaire, mais voilà, on pourrait en discuter sans doute des heures. Il y a une parallélisation sans doute liée à l'accélération de la technique. Et ça, Guillaume, tu y reviendras sans doute, mais il y a des enjeux là autour de la technique qui fait qu'on n'est pas dans les mêmes rapports au réel par la technique. Et puis ça accélère fort de ce point de vue-là. Il y a sans doute une parallélisation liée à la complexité. Plus le monde est complexe, plus c'est difficile de faire du simple, c'est-à-dire plus c'est difficile de faire quelque chose de commun, quoi. Quand c'est complexe, on n'arrive plus à s'y repérer, et donc on finit par tracer sur sa propre route quelque chose qui avance au fond en à côté. Voilà. Troisième élément, alors ça, on pourrait dire, c'est lié à la matérialité du monde, hein, tel qu'il se fabrique. Voilà. Il y a sans doute un élément autour du rapport au réel, autour de l'économie aussi, qui va être un facteur de parallélisation. C'est-à-dire, je pense à un livre moi qui m'a beaucoup impressionné, qui est un livre de Suppiot, Alain Suppiot, qui s'appelle La gouvernance par les nombres. Et voilà, il montre que au fond, il y a un enjeu. On est passé du gouvernement à la gouvernance par les nombres. C'est-à-dire, il y a une trace de l'algorithme au mauvais sens du terme. Hein. Je me méfie à cause de mon voisin, mais le nombre et l'algorithme au mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on ne gouverne plus. Or, gouverner, c'est précisément acter qu'il y a des mondes qui ne se croisent jamais et qu'il s'agit de ramener et de croiser. Et puis il y a sans doute des questions intérieures aussi, de volonté. Est-ce qu'on a réellement la volonté de croiser, quoi? Est-ce qu'on a vraiment la volonté de sortir de sa trace, de sortir de son monde pour essayer
de créer cette zone de contact, cette zone critique pour faire quelque chose ensemble. Du coup, c'est un enjeu politique. Au fond, s'il y a un risque de parallélisation des mondes, ça nous renvoie à la question de la décision, d'une certaine manière. La décision, c'est la question du politique par excellence. Et j'ajoute, pour compléter, peut-être, et c'était une des hypothèses de travail que nous, on avait dans ce cercle-là, peut-être que l'entreprise est un lieu intéressant parce que c'est un lieu où se croisent plein de réalités. Et peut-être que alors l'entreprise peut être le lieu où précisément on va expérimenter la déparallélisation des mondes. C'est l'enjeu, me semble-t-il, du dirigeant. Ok, ce que je comprends, donc tu parles de l'accélération à cause de la technologie. Deuxième raison, c'est la complexité croissante. La troisième, l'économie. Et la quatrième, c'est l'interrogation du politique dans sa volonté en fait de créer des endroits de croisement. L'entreprise étant par définition peut-être un endroit où justement il peut y avoir du croisement. Alors, avant de parler de croisement, on va parler de parallélisation, cher Guillaume. Et toi, la parallélisation majeure, pour toi, s'il y a une parallélisation que tu as envie de partager avec nous, c'est celle du générationnel. Qu'est-ce que tu entends par là ? Très simplement, Marc a évoqué les zones parallèles. Et effectivement, de parler de parallélisation, il y a bien quelque chose qui a érupté depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, c'est la technologie. Et si tu me poses la question des générations, c'est que quand on est dirigeant aujourd'hui, on peut se poser pas mal de questions. C'est où est la compétence, où est le savoir, où est le référentiel. Et s'il y a bien quelque chose qui a perturbé, modifié ces trois aspects, c'est la technologie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le rapport entre technologie et génération ? C'est qu'aujourd'hui, me semble-t-il, alors on va pas être d'accord avec ça, mais c'est que dans l'entreprise, les jeunes apportent l'usage, la capacité à créer ou innover. On voit bien aujourd'hui dans le monde des entreprises comment même les réseaux sociaux internes ont pris le pas sur les intranets ou même sur le mail. Et les anciens apportent l'expérience. Et quand on est dirigeant, c'est pas facile à saisir parce qu'aujourd'hui, ça va extrêmement vite. Juste pour illustrer de deux manières ce propos. Le premier, c'est un langage informatique aujourd'hui en entreprise. Il y a 20 ans, un langage informatique mettait 2-3 ans à se transformer. Il y a 10 ans, c'était 18 mois. Aujourd'hui, en 2023, on peut dire c'est 6 mois. Le meilleur exemple, c'est de parler de l'intelligence artificielle. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà testé ChatGPT ou tout ce qu'on appelle ces outils d'IA générative où l'IA crée son propre contenu. Quand je parle de contenu, je parle du texte, je parle de l'image, je parle de la voix, qui sont bientôt arrivés au niveau du grand public. Ces outils ne sont pas forcément nouveaux en termes de développement. Les réseaux sociaux ont été créés là-dessus depuis une vingtaine d'années. Ce qui est nouveau, c'est la démocratisation. Et cette démocratisation, elle accélère donc cette innovation. Et donc, elle accélère le changement de référentiel, le changement de savoir et le changement de compétences. Ce qui est difficile à comprendre aujourd'hui, c'est à quelle vitesse ça va. Quand je dis qu'un langage change tous les 6 mois, ça veut dire que quand une grande entreprise essaye de mettre en place un plan de développement, ou une grande entreprise essaye souvent de penser globalement pour agir localement, d'avoir une vision très stratégique, comment penser la stratégie d'entreprise aujourd'hui avec la vitesse de technologie ? C'est à peu près la même chose. J'ai parlé d'intelligence artificielle, mais on peut parler aussi de ce qu'on appelle du métaverse. Le métaverse, alors, est apparu aussi dans l'actualité depuis 2 ans maintenant. Donc, métaverse, c'est ce qui veut dire méta, ça veut dire d'aller au-delà des univers, et ça change énormément la façon de raisonner. Exactement comme les génératives, on pense que ça va bouleverser notre vie quotidienne, mais ça va d'abord bouleverser les usages de l'entreprise. Je vois souvent plusieurs dire que le métavers ça marchera pas. Meta, donc l'ancien Facebook, est en train de se planter, mais en disant finalement ça ne sert à rien. Mais ce qui est très intéressant, c'est voir comment Meta aujourd'hui communique. Meta est par excellence la boîte de réseau social grand public, qui a la première grande croissance d'utilisateurs dans le monde depuis 20 ans. Et aujourd'hui, ils communiquent sur quoi ? Ils communiquent sur leur capacité à changer le monde de la santé ou l'analyse de l'univers. Regardez leur dernière publicité. C'est un acteur d'entreprise grand public qui va aujourd'hui sur effectivement le monde du B2B. Ce que je veux argumenter là-dessus, c'est que il y a beaucoup de technologies qui aujourd'hui modifient les rapports humains,
qui crée cette parallélisation de fait. Bien entendu, on est d'accord qu'un des vrais sujets, c'est de savoir parler d'éthique. Et moi, je le dis à chaque fois que on est inondé de technologies, inondé de mutations qui bouleversent les usages. Le plus important, c'est de refaire jaillir les besoins d'éthique. Et aujourd'hui, plus on aura de technologie, plus on aura besoin d'éthique. Éthique, hein, comme Marc nous le dit souvent, c'est ethos, c'est savoir se comporter. Et se comporter pour un dirigeant, c'est de comprendre comment lui, il veut diriger son entreprise, mais surtout comment ceux qui composent son entreprise, et bien entendu, là, je reste sur mon rapport sur les jeunes, comment les jeunes vont, à partir souvent de leur clavier informatique, créer ces nouveaux usages. Et c'est ça qui est aujourd'hui absolument incroyable à voir, c'est qu'on n'a jamais vu autant d'entreprises se transformer. On n'en a pas forcément la réalité à court terme, et on ne mesure pas bien exactement ce qui se passe. Je terminerai juste là-dessus, hein, sur une phrase de Bill Gates, hein, qui a repris souvent un concept très utilisé aux États-Unis. C'est le conseil de Roy Amala, et que cite souvent Bill Gates, donc, qui dit que on surestime toujours une technologie à 2 ans, on la sous-estime à 10 ans. À titre personnel, ça fait une 12aine d'années que je travaille dans le monde de l'IA. Et c'est vrai que quand je me projette au début de mon aventure, jamais j'aurais pensé qu'on serait allé aussi vite et que l'impact de la technologie aurait changé autant les entreprises. J'aimerais que tu développes aussi un point dont on avait parlé, qui est pour toi l'économie de l'attention. Qu'est-ce que en 2 mots là, qu'est-ce que alors Marc en a tu dit vois émerger là? Oui, alors Marc en a dit un petit mot en parlant des algorithmes. Je pense qu'on est vraiment dans le monde de l'algorithmie. C'est les algorithmes qui font tout. Les algorithmes, c'est vieux comme le monde, hein. Le terme algorithme a été créé par un mathématicien arabe qui s'appelait Al-Khwarizm au VIe siècle, et depuis une vingtaine d'années, c'est l'algorithmie qui change l'innovation. C'est le retour des mathématiques, et c'est souvent quelque chose qui est méconnu aujourd'hui. Derrière cet algorithme, il y a quelque chose, effectivement, qui est pour moi l'enjeu prioritaire par rapport à ces jeunes, c'est cette économie de l'attention. Encore une fois, c'est les jeunes, si je reste dans mon raisonnement, c'est les jeunes qui créent l'innovation dans l'entreprise. Mais ces jeunes aussi, ils sont pris face à leur propre, j'allais dire, démon, qui est cette économie de l'attention. Pour moi, le premier enjeu aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est de voir comment elle peut transformer le monde, mais aussi savoir être critiquable ou au moins critiqué. Ce qui se passe aujourd'hui, alors peut-être que certains le voient à la maison avec le rapport de leurs enfants par rapport à leurs écrans, comment cette économie de l'attention a été créée par les réseaux sociaux. Vous avez vu récemment la polémique sur TikTok. TikTok, c'est incroyable, hein. C'est à la fois quelque chose qui permet de diffuser du contenu de manière extraordinaire, mais qui crée une addiction aussi, tout au moins extraordinaire. Et cette économie de l'attention, c'est un des vrais enjeux sociétaux. Économie de l'attention, on sort de 3 ans de pandémie, donc on a appris à travailler derrière des écrans, à faire de la visio. Néanmoins, est-ce que quelque part les gens ont plus écouté ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les gens qui font de la technologie, ça va analyser ce qui se passe dans une réunion, ça va analyser le comportement d'un enfant sur son smartphone. Et ça, c'est des vrais enjeux pour les années à venir. Ok, merci Guillaume. Autre lieu, autre parallélisation avec Xavier. On sait que c'est dans la Manche que tu sévis depuis quelques années. Et toi, tu as des choses à nous dire sur ce que tu as expérimenté en termes de parallélisation des mondes. Oui, donc moi je dirige une fondation en santé, donc peut-être me dire en 2 mots justement ce qu'elle fait. Oui, en santé mentale, spécialisée en santé mentale. Et donc ce qu'on a observé, et notamment je pense que la crise Covid l'a exacerbé, c'est que dans le monde actuel où la santé est régie par un ministère de la Santé, hein, comme beaucoup de pans de ce qui se passe en France, je veux dire, on a une opposition entre un excès de verticalité et une horizontalité territoriale. Ce que je veux dire par là, c'est que, et ça a été mis très fortement en exergue par la pandémie de la Covid, on a assisté durant les
2 années ou 2 années et demie à une montée en puissance terrible de l'autorité étatique. Alors je ne dis pas qu'il ne fallait pas à un moment ou à un autre que l'État prenne les choses en main, mais pour tous les acteurs de territoire, d'accord, on s'est retrouvé avec des injonctions, certaines vraies, certaines fausses, mais certaines paradoxales, beaucoup de paradoxales, et qui fait qu'à un moment ou à un autre, il a fallu pour les acteurs de terrain, l'entreprise, un hôpital, un établissement médico-social, etc., sortir de cette verticalité et aller rechercher, tout à l'heure Marc disait recréer du commun au niveau du territoire pour trouver des solutions au niveau du territoire. Un exemple éventuellement à nous donner qui pourrait un peu illustrer cette... Oui, alors moi je travaille sur la Manche, hein, je ne travaille pas dans l'Est de la France ou en région parisienne, et où il y a certainement d'autres vécus qui se sont déroulés, mais on a eu des injonctions de la direction générale, hein, de l'offre de soins incarnée par une connaissance maintenant que vous connaissez tous, Jérôme Salomon, qui était, je dirais, pratiquement tous les soirs chez vous, dans votre télé, et qui nous, opérateurs de santé, nous envoyait régulièrement, et quand je dis régulièrement, c'est très régulièrement, même au fin fond de la Manche, on nous envoyait des injonctions du style écoutez, dès qu'il y a un décès, il faut faire ceci, dès qu'il y a un décès, il faut faire cela, etc., etc. Et cet excès de verticalité, parce que je pense qu'on a été à un moment dans l'excès, a produit du parallèle. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, et ça c'est les mathématiciens et pour nous l'expliquer, mais cet excès de verticalité ne rencontrait plus l'horizontalité du terrain. Ce qui fait qu'à un moment ou un autre, il a fallu que les opérateurs de terrain s'émancipent de ces injonctions quotidiennes, hein, puisqu'à un moment ça tombait tous les jours, pour, je dirais, reprendre la main sur la réalité, d'accord, de ce que nous, on vivait. Voilà, c'est reprendre la main sur une toilette mortuaire dans un EHPAD. Voilà, on l'a fait, on l'a fait pas. Paris nous dit de ne pas la faire, et ben nous, on va la faire, parce qu'au fin fond de la Manche, etc., etc. Voilà, donc, et je dis pas que, moi, c'est vu de ma fenêtre, hein, vu de ma fenêtre manchoise, mais il y a un moment ou un autre, cet excès de verticalité produit du parallèle, d'accord, et je pense que dans d'autres administrations, et c'est peut-être aussi en lien avec la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui en termes politiques, mais il y a un moment ou un autre, il y a une déconnexion. La déconnexion, c'est il n'y a plus de commun, d'accord, entre ce qu'on vit au niveau d'une verticalité qui est poussée à l'extrême et une réalité d'un territoire, hein, parce que réalité d'un territoire qui ne correspond plus aux pratiques qui arrivent dans... Voilà, Guillaume. C'est un exemple, je pense, qui parlera à beaucoup d'entre nous. Merci en tout cas, Xavier. Alors, la parallélisation des rails à la SNCF, c'est quand même plutôt une bonne chose. Tu n'as pas pu t'empêcher. Mais... On ne parlera pas des SNCF. Hein, mais... Non, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu ton regard quand même d'un patron d'une filiale du groupe SNCF International, c'est de voir un petit peu ton regard sur ce sujet. Voilà, tu as une façon de voir du rôle du dirigeant qui est quand même intéressante et peut-être tu souhaites peut-être partager avec nous. Merci, mais ça recoupe des éléments et puis qu'on a pu avoir ensemble sur sur la mode de gouvernance. Alors je parle de grosses structures, hein, mais l'entreprise, elle est une structure avec des règles, des principes et sont par nature imparfaites. Hein. L'entreprise, elle est un peu maladroite. Et par contre, ces règles, elles sont toujours vendues comme abouties et permettant de résoudre au mieux l'ensemble des sujets qui contribuent à leur genèse. C'est-à-dire, on a vu d'ailleurs une sorte d'accélération. On a de plus en plus de sujets sur la conformité, sur l'éthique, sur l'inclusion. Donc toutes ces règles permettre aux femmes d'avoir le rôle qu'elles méritent au sein de l'entreprise et de la société. Mais ces règles, elles aboutissent
pas vraiment à leur objectif, dans le sens que, elles ne couvrent pas tout, leur application doit être interprétée correctement, il y a des angles morts, et puis elles n'anticipent pas les choses à venir. Quand on regarde ce qu'on a mis en place maintenant, dans 10 ans, les gens ils nous rigoleront un peu en se marrant, comme nous on regardait les gens il y a 40 ans, où on envoyait des valises dans des pays, dans d'autres continents pour avoir des contrats, quoi. Donc maintenant, on ne peut pas acheter un café. Hein. Voilà. Donc le dirigeant, lui, il a une position privilégiée s'il le souhaite, hein, si son compas moral le guide. Alors moi, je donne un peu mon contexte, mais moi j'aime bien la citation d'Émile Durkheim qui dit « L'altruisme est indispensable au fonctionnement des sociétés modernes ». Voilà. Bon, ça, c'est là où je me base. Et donc, si son compas moral le guide, il peut agir, il peut combler à ce manque des règles, puis il peut influencer leur évolution. Et ça l'oblige à faire des compromis. Et parfois, ça peut le mettre à risque. Si on appliquait les règles de maintenant, il y a 15 ans, peut-être je ne prendrais pas ce contrat, j'aurais une équipe diversifiée, je prendrais pas des gens qui font attention à leur famille, et donc j'aurais une équipe de tueurs. Voilà. Ou alors je ferais le contraire. Je prendrais des gens qui ont des familles, et je me mettrais peut-être à risque dans l'évolution de ma carrière. Ça, ces choix, c'est assez facile de se dire je les fais maintenant par rapport à qu'il y a quelques années, mais quels sont les choix qu'on doit faire aujourd'hui qui ne sont pas dans ces règles? Et on le voit dans ce qu'on voit dans Paris, d'ailleurs, on voit qu'il y a des choses qui sont cachées. En quelques jours, on a rempli Paris de poubelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux déchets? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'environnement? Est-ce qu'on décide d'aller vers tel ou tel contrat? Je ne vais pas juger telle ou telle entreprise qui sont soit dans des industries qu'on qualifie aujourd'hui d'impactant l'environnement de façon défavorable. Je n'irai pas plus loin, mais il y a des choix à faire. Et ce qu'on disait, je reviens un peu à notre petit groupe, je pense qu'il est important pour le dirigeant de se forger son propre compas et d'aller un peu à la source des choses. On est trop souvent bercé, surtout dans les grosses structures, de choses prémâchées, de martingales du management. Et pour un dirigeant, il me paraît essentiel de revenir aux sources, aux philosophes, de faire un peu de sociologie, d'anthropologie, et d'échanger avec ses pairs. Donc pour raisonner, voir quels sont et essayer d'anticiper quels sont les choix à faire. En fait, cette notion de compromis, on parle de monde parallèle, quand on regarde le monde des affaires, où on est maintenant, on dirige par les chiffres. Et c'est vrai qu'on est passé à un monde où, un peu comme General Electric, tous les mois, c'est quoi la marge, ou c'est Google, ou c'est Facebook, qui sont des gros monopoles de boîtes publicitaires. Hein, sont des très gros méchants, dans le sens où leur objectif, c'est de maximiser leur profit sur vous. Comment on revient un peu aux bases du business? Et en fait, sans sombrer dans du communisme ou marxisme, je prends Peter Drucker. Attention, c'est pas politique. Hein. Non, c'est pas politique. Non, mais ce que je veux dire, je ne veux pas de malentendu. Peter Drucker, qui est... puis c'est peut-être un peu la liberté de parole de notre groupe, où parfois on dérape et on se rattrape. Et c'est aussi par rapport à... je dirais, l'avantage de notre groupe, c'est par rapport à une entreprise, on est tout le temps dans la réserve. Alors là, on ne va pas être complètement libre, parce qu'on ne se connaît pas encore, mais je pense qu'une des forces de notre groupe, je fais ce petit pas de côté, c'est la vulnérabilité par rapport à nos propres réflexions, parfois pas abouties, et comme ça nous permet de progresser. Donc je reviens sur Peter Drucker. En fait, la notion de l'entreprise, c'est d'abord une entreprise qui a un client, mais c'est aussi un acteur du corps social, c'est-à-dire le corps social des employés, sa responsabilité vis-à-vis de la société dans laquelle elle évolue, et évidemment la marge, le profit essentiel à la pérennité de l'entreprise et à l'innovation. Et ça, c'est important. C'est sur les deux, le profit, la raison, c'est pour une entreprise, c'est innover et perdurer. Évidemment, là, ça fait des décennies, on vit dans cette dissonance cognitive qui impose un pilotage restreint par les chiffres, et puis toutes ces contraintes qu'on nous impose, qu'on impose et qui sont sans doute qui sont nécessaires, sociétales, d'inclusion, d'environnement. Et donc le dirigeant, il doit faire un peu, c'est son rôle, c'est de vivre un peu, de faire vivre ces mondes parallèles. C'est le tampon. Ben, voilà, il remplit les creux. C'est ça. Pour les chines souples quand même. Ben, tout à fait, mais aussi il doit savoir faire ses compromis et faire évoluer
évoluer les choses. Et c'est sans doute plus facile maintenant de faire porter certains sujets que ça l'était il y a 15 ans. Voilà, donc pour moi, le dirigeant est par essence, alors un terme un peu technique, mais ce marginal séquent, quoi, cette personne qui sait vivre dans plusieurs mondes et de les faire avancer suivant les valeurs qu'il souhaite porter, et pas juste sa fiche de poste, quoi. Merci Diego. En fait, on voit quand même que le point qui revient à chaque fois, Marc, je vais te laisser conclure, c'est comment on ponte tout ça. Comment, en fait, dans le cas de Diego, le dirigeant est un peu le pont là aussi là-dedans. Mais quand tu entends tout ça, Marc, qu'est-ce que ça te dit? Pas conclure. Et puis l'idée, c'est qu'on puisse échanger, avoir un temps de partage de vos questions, etc. Non, moi, je retiens plusieurs choses. Le premier élément, c'est au fond, la réalité qui est la nôtre dans l'entreprise, dans une organisation, dans un collectif, dans une société, etc. Je vais revenir sur la tour, hein, c'est d'abord un territoire. La tour dit la chose suivante, et je trouve c'est assez intéressant parce que pendant longtemps, la question qui nous obsédait tous, c'était de savoir, au fond, qui nous étions. Voilà, on essayait d'identifier qui on est, quoi. Et la tour dit, la question aujourd'hui, c'est pas de savoir qui on est, c'est où on est. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que on passe de quelque chose qui est de l'ordre de la cartographie. D'ailleurs, le réflexe que nous avons tous, les uns et les autres, quand on rencontre quelqu'un, on échange une carte de visite et puis on va checker où il est sur l'organigramme. C'est-à-dire, au fond, le cartographier. La tour dirait la géolocalisation de où on est pour pouvoir agir. Et c'est normal, c'est-à-dire, mais en fait la réalité est pas celle-ci, quoi. Et c'est ce que tu évoquais sur la question de la tension verticale horizontale, c'est que la réalité c'est pas, elle est pas liée à un positionnement géolocalisé des uns et des autres dans un écosystème, elle est liée à où on est, c'est-à-dire la question d'un territoire. Et la tour dit, la question n'est pas de savoir où nous vivons, mais de quel monde nous vivons. Et ça, je trouve c'est intéressant pour un dirigeant, c'est-à-dire de quel monde nous vivons, quoi. Du monde dont je vis. Ça veut dire qu'il y a des rapports d'interdépendance, et tu as évoqué la question de comment on revient à la question de l'écoute du terrain quand on est en situation de responsabilité de dirigeant, et ça, je pense que c'est un élément central. Et tu as dit, Guillaume, du coup, que la technologie, avec son accélération, etc., modifiait les rapports humains. Voilà. Peut-être que dans un monde où le risque de paralysation, puisque c'était le titre, est inhérent au fond à la vie dans une organisation, parce qu'il faut délivrer, parce que il faut faire le job, parce que il faut produire, parce qu'on a des comptes à rendre à un certain nombre d'acteurs prenants, de parties prenantes, c'est comment on va réintroduire au fond les rapports humains. Et peut-être que c'est le défi au fond d'un dirigeant, c'est-à-dire il a à faire le job, et une partie de faire le job, c'est de réarmer au fond les liens au cœur de son écosystème. Voilà. Ça, je pense que c'est un enjeu, c'est pas facile, mais ça suppose pour ça de penser au fond. Les multiples contradictions, les multiples enjeux. J'ai bien aimé l'expression que le dirigeant vit dans des mondes différents. J'ai noté, mais j'arrive pas à me relire. Tu as utilisé une expression qui était assez intéressante, mais voilà, c'est comment on va glisser en permanence dans une espèce de connexion permanente, un peu comme quand le Wi-Fi marche pas, il se connecte, ça se déconnecte, et le job, c'est de rattraper d'une certaine manière toujours un peu ça. La proposition, c'est éventuellement, voilà, qu'on puisse échanger. Peut-être Alvaro, si tu souhaites. Alvaro n'est pas un dirigeant, mais il fait partie intégrante du collectif qui a fondé ce cercle-là. Si tu as une première question pour lancer les hostilités. Là, c'est bon. En fait, c'était plus pour la deuxième table ronde, mais je peux la poser déjà de maintenant. Et je me demandais, à la lumière de tout ce que nous avons discuté,
et de ce que vous avez exposé. Et comment vous, en tant que chef d'entreprise, pouvez faire jouer l'équilibre entre la dimension d'horizontalité et de verticalité dans la gestion de l'entreprise, et qui recoupe un peu ce que vous avez aussi évoqué de l'écoute, donc l'écoute de ces équipes, et aussi la vision, donc des objectifs managériels pour faire aboutir l'entreprise. Guillaume, je vois que tu as allumé ton micro. Marc m'a dit de répondre, donc je réponds. La question de la verticalité, de l'horizontalité, Xavier en a parlé, moi je le dis aussi par rapport à l'impact de la technologie. Je crois qu'il faut... C'est pas facile d'être dirigeant aujourd'hui parce que c'est pas facile de comprendre le travail des différentes générations. Aujourd'hui, quand on est une entreprise qui a plusieurs années, force est de constater que les compétences sont différentes. Les rapports au travail sont forcément différents, bouleversés par la pandémie. Et encore une fois, c'est la technologie, de mon point de vue, moi j'en suis persuadé, qui bouleverse forcément la qualité du travail et les rapports du travail. Donc quelque part, le rôle du dirigeant, il est amené à changer en permanence. C'est-à-dire que est-ce que le dirigeant peut contrôler vraiment ce qui se passe dans son entreprise? Moi, j'en suis pas persuadé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le dirigeant doit d'abord favoriser cette horizontalité, parce que l'impact de l'information entreprise est tellement massif que c'est difficile de vouloir tout contrôler. Donc là-dessus, moi, je pense que le dirigeant, c'est peut-être celui qui va favoriser le travail de plateforme, d'échange, plutôt que d'un contrôle comme avant on pouvait penser sur la verticalité. Et avant de te passer la parole, Xavier, et tu dirais au risque de perdre la main et de perdre le contrôle ou pas? Écoutez, moi je veux pas, je pense que déjà, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Je pense que l'institution a disparu. Quand je dis institution, c'est que les grandes entreprises traditionnelles qui existent depuis 30-40 ans se sont fait doubler par ce que j'appelle les big tech, donc les GAFAM, les sociétés chinoises. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui dans le monde de l'e-commerce tout ce qu'elles ont apporté, mais pas simplement le rapport de l'e-commerce, mais la façon de créer l'information, la technologie. Quand on voit ce qui se passe sans faire de politique aujourd'hui, on voit bien que l'institutionnel a du mal à passer des messages verticaux, et sans parler du monde des religions qui, sous peut-être parfois des effectifs qui semblent rester constants, le rapport à l'institution reste très... parfois difficile à mesurer. Et, étant chrétien, c'est une question que je me pose en tant que pratiquant, en disant quel est le rôle aujourd'hui d'une église et de l'institution par rapport à la communauté, quoi. Je crois qu'on revient véritablement du fait des réseaux sociaux. Moi, j'en suis persuadé. C'est des études qui datent de 2010. Les réseaux sociaux les études sur les réseaux sociaux annonçaient cette horizontalité qui allait mettre à mal l'institution, quoi. Oui, Xavier. Pour compléter cette réponse, je pense que le dirigeant doit avoir conscience maintenant qu'il ne peut plus diriger son collectif. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, et je crois tout simplement que, et ça revient à ce que tu disais Marc, le sage ne sait pas, le dirigeant doit être d'une grande humilité et, je dirais, s'appuyer, faire naître et entretenir, je dirais, tous ces collectifs pour que, c'est ce qui s'est passé en tout cas au niveau de la crise Covid, pour qu'à un moment ou un autre, je dirais, les collectifs de territoire, après c'est un vague sujet le territoire, mais parce que je pense qu'il y a des administrations qui ont un territoire qui ne sont plus territorialement posées, mais par contre il y a des entreprises virtuelles, etc., qui sont territorialement ancrées quand même. Donc toute cette notion de territoire est à reprendre. Mais voilà, je pense que le dirigeant doit pouvoir s'appuyer sur ces collectifs, sur ce commun, pour recréer ce commun et créer des carrefours qui luttent contre cette parallélisation des mondes. Merci Xavier. Est-ce que
d'entre vous ou une d'entre vous? Ah, voilà, une question. Oui, merci beaucoup. Bravo pour la pertinence du choix du sujet et vos développements. Je trouve ça, c'est une question nouvelle et que je trouve très intéressante. Quand je prends la formule de cet excès de verticalité qui est accéléré par les capacités technologiques qui produit de la parallélisation, l'entrepreneur ou l'institution qui prend ce risque ne réduit-elle pas sa capacité de résilience quand survient la crise? Et n'est-ce pas la punition qui viendra à la démarche managériale aveugle à ce risque? Et on pourrait, parce que vous évoquiez Drucker, passer d'un monde de l'idéal de l'excellence à celui de la recherche de résilience, puisque les crises s'accélèrent. Et on a vu la crise des médicaments est un exemple de performance ultra pointue de délocalisation avec des logistiques ultra performantes en temps réel, ont conduit à un risque ultra visible de capacité de résilience réduite. Donc, piste de rebond. Si. Peut-être que Diego aura quelque chose à dire aussi là-dessus. Ouais. Juste, moi, je voudrais faire une réponse à deux niveaux. La première, qu'est-ce qu'on a vu pendant la pandémie? Déjà, l'horizontalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait fonctionner la France? Ce sont les éboueurs, les soignants, les gens du quotidien, qui sont plus engagés par rapport à l'institution. On le voit, hein, c'est d'abord, vous voyez toutes les chaînes humaines qui se sont créées pour aider les soignants à venir, les taxis qui conduisaient les soignants, donc l'horizontalité quelque part. Et puis là, vous avez mis, je vous remercie de la question de l'eau à mon moulin, mais quel était le premier réflexe de la pandémie finalement? C'était la technologie. On a fait l'école par visio. On a lancé la vaccination par Doctolib. Donc c'est marrant de voir comment ce rapport à la technologie, cet appel à la technologie a été un des premiers réflexes vitaux. On était content d'avoir l'information, les médias, donc la technologie là aussi, qui permettait d'informer. Voilà, donc je dirais que pour synthétiser mon point de vue, la réponse à votre question, c'est il y avait toujours une horizontalité forte par le travail des gens qui sont le ciment de la société, et puis cette irruption de la technologie permanente qui nous a aidé à faire face, quoi. Merci. Diego, tu voulais... Juste une chose là-dessus, c'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire. Et on est un peu dans un monde là où on se laisse emporter, soit par toute marque. Il y a des choses excellentes, puis il y a des choses, pourquoi les fait-on, quoi. Tu penses à quoi? On n'est pas obligé de systématiquement remplacer tout par une intelligence artificielle. On n'est pas pourquoi? Mais en même temps, il y a des choses qui nous ont... on a découvert qu'on se faisait arnaquer par les boîtes de visioconférence, puisque maintenant on fait ça avec nos iPads. Face au changement climatique, on dit qu'il faut qu'on change complètement la façon dont on vit. Et de l'autre côté, on se laisse emporter avec des boîtes comme Meta qui sont les moins de confiance. Donc à nouveau, je vais laisser la parole, c'est juste, on revient à ce qu'avait dit Guillaume tout à l'heure, ethos, c'est qu'est-ce qui est souhaitable? Il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui est souhaitable? Qu'est-ce qu'on peut faire ou doit faire? Voilà. Juste une remarque, Guillaume, là, il peut pas. Juste une remarque, Diego, sur la technologie. Après, on passe à la question. Il n'y a pas eu d'intention de dire qu'il fallait recourir à la technologie. C'est naturellement que les gens sont venus sur la technologie. Un peu comme un réflexe vital. Quand on a voulu faire classe et on s'en dit, voilà, situation assez exceptionnelle, hein, d'arrêter les cours parce que la pandémie, le virus progressait. On était content. Enfin, on l'a vu comme un réflexe vital de dire. Et d'ailleurs, c'est très marrant de voir les études sociologiques de dire. Qu'est-ce qui a permis de faire la classe? C'est les visios. Et très intéressant, les études montrent que la première chose qu'ont adoré les élèves, finalement, c'est pas tellement d'apprendre un savoir à travers l'écran, mais c'était de se voir. C'était de se relationner par le fait de se voir. Merci. Une question au fond. Oui, un commentaire. Merci beaucoup. Je trouve le thème et surtout le parallélisation intriguant. Je veux juste vous livrer 2 ou 3 choses. Je viens de lire moi je suis fanat de science-fiction, je suis ingénieur comme Diego d'ailleurs.
fait beaucoup d'informatique au départ. Et je vais dire 2-3 choses. Il y a un très bon livre qui s'appelle Latium 1 et 2, que je recommande justement pour ce thème, de Romain Lucaso, et qui justement va, je pense, parle beaucoup de tout ça, et le rapport entre la technologie et quand on se projette, jusqu'où ça peut aller vis-à-vis de l'humain. Bon, la deuxième chose, effectivement, dans les paradoxes, là, je comprends ce que Guillaume explique. Moi, j'avais fondé une start-up, d'ailleurs, il y a 20 ans, fastaero.com, les liaisons informatiques. Mais ce qu'on n'est pas, je reprends ce que disait mon concitoyen de la Manche, là, parce que on est de Hauteville-sur-Mer, près de Granville aussi, c'est qu'effectivement, j'ai 2 garçons, et pendant le Covid, rapidement, il y a eu des tics. Au bout de quelques semaines, beaucoup d'enfants, et on a vu avec les pédiatres et les écoles, ont développé des tics par excès de technologie. Donc, effectivement, la juste dose de technologie, même si je comprends bien l'intérêt à terme, je me demande si on ne tombe pas, et je vais finir là-dessus, sur la question de l'égoïsme et du manque de terrain. En coupant les humains de contact au jour le jour, moi, je ne sais pas combien d'adresses email professionnelles et privées. Est-ce qu'on n'est pas en train de couper et d'encourager cette parallélisation à cause de la technologie et du manque de rapports humains, des réflexes d'entraide, pas forcément en envoyant un email ou en passant un coup de fil. Et moi, étant catholique et jésuite fervent, je trouve j'ai une question pour l'Assemblée ici. Est-ce qu'on n'est pas dans le manque d'humain et de se dire comment je peux aller aider dans la rue? Soit le rapport, on parlait tout à l'heure Diego évoquait le communisme. Je me souviens dans ma jeunesse, il y avait des gens qui pensaient que la Bible, attention parce que c'est référence communiste, mais je suis resté très social dans l'esprit. Est-ce qu'on n'a pas un risque à cause de la technologie? Je vois dans les messes, il y a de moins en moins de monde d'ailleurs, de couper les riches des pauvres et les pauvres des riches, si je schématise. Alors qu'aux États-Unis, on encourage beaucoup les fondations pour qu'il y ait les milliardaires comme Bill Gates dont on parlait tout à l'heure, ce qui est un excellent exemple puisqu'il est lui de Microsoft, mais il est dans les rues avec sa femme en Afrique, lui-même. C'est pas seulement de payer ou d'envoyer des milliards, mais c'est d'être sur le terrain en personne au jour le jour. Voilà, donc je posais la question sur le paradoxe justement et que Bill Gates s'en est bien aperçu. Je pense que c'est pas le dernier des exemples. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez à la table des éminences qu'on a aujourd'hui. Oui. Alors, merci pour les éminences. Très très court. Je ne crois pas que c'est la technologie qui empêche les rapports d'humains. C'est pour ça que tout à l'heure qu'on a évoqué l'économie de l'attention. La difficulté qu'on a dans l'économie de l'attention, c'est l'hyper-personnalisation. C'est que la technologie nous rend hyper individuels, crée cette individualisation. Et c'est ça qui crée cette difficulté à penser qu'on ne va pas vers les autres. Les gens veulent aller toujours vers les autres, mais ils sont omnibulés d'abord par leur support téléphonique, par ce que leur dit leur réseau social. Voilà, encore une fois, c'est le rapport, ce que j'expliquais tout à l'heure, de l'économie de l'intention, des algorithmes, qui fait qu'on est toujours habitué à avoir ce qu'on a besoin. Et donc, quelque part, ça nous empêche peut-être d'aller vers l'autre. Bien, on va... Dernière question. Et après, on va passer à une autre. Bonsoir à tous. Je suis Patrick Lactor et je suis managing partner d'un cabinet de conseil en ressources humaines qui s'appelle Alexander Hughes, un cabinet international. Je dirige la branche Afrique et en écoutant monsieur et en vous écoutant, je pense que vous n'avez pas parlé d'une parallélisation qui se fait avec le continent africain. Je fais le parallélisme volontiers parce que l'Afrique, c'est 54 pays, 1,2 million de population, 2,4 millions dans 30 ans. C'est une bombe humaine. L'Afrique, c'est la francophonie. Avec on prend la RDC, il y a plus de personnes qui parlent français en RDC qu'en France. Et je ne parle même pas de l'ensemble des pays francophones en Afrique. Alors, quel est le rôle des dirigeants français? Parce qu'on se rend compte qu'en Afrique, les États ont presque démissionné et le sujet de l'éducation est un gros sujet. Donc, je rebondis sur ce que monsieur disait tout à l'heure. Souvent, dans les colloques, je participe à plein de colloques en France et dans le monde. Je trouve que particulièrement, on oublie souvent, surtout la France, oublie de parler de ce continent qui est un continent de cœur et les Africains eux-mêmes garde la France comme un continent de cœur, contrairement à ce qu'on dit. Quel est votre avis?
En tout cas, il y a plein de paralysations dont on n'a pas parlé, mais est-ce que... Je pense qu'on pourra continuer à échanger tout à l'heure, mais ce qu'on fait, c'est effectivement la formation. Moi, je suis président du conseil de surveillance de l'Institut de formation ferroviaire à Dakar, à Rabat. On a lancé un réseau à Dakar, on a embauché 950 personnes qu'on a formées, 40% de femmes, à des postes techniques, hein, patronne d'équipe de maintenance réseau. Et il y a vraiment, quand on voit ce qui se passe en Afrique et en France, tu as tout à fait raison. Faut vraiment travailler ce lien parce que on est près d'un tipping point avec une croissance démographique énorme, des besoins en infrastructure énormes. Mais on n'est pas que dans la techno, parce que la techno, ils l'ont complètement adopté. Là-bas, on paie tout en téléphone. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je suis en train d'empiéter. Là, je sens les pressions. Mais c'est un sujet à poursuivre. Voilà, tu as raison. On est un peu trop centré sur discuter au petit pot qui suivra la deuxième table ronde. En tout cas, merci. Et je propose qu'on switch avec les participants. Deuxième table ronde. Donc, les participants. Bien, deuxième table ronde, j'introduis très brièvement parce qu'on est en train d'exploser le timing. On avait prévu de finir à 19h30, donc on va se donner peut-être un petit quart d'heure de battement, mais guère plus, pour que ceux qui sont appelés à partir puissent partir. Il y a un pot après un cocktail pour ceux qui désirent prolonger les discussions, bien évidemment. Juste pour introduire le titre de la deuxième séance, mais au fond, elle est en lien avec ce qu'on a déjà évoqué d'une certaine manière. Sauf voilà, c'est logique, hein, parallèle, potentiel, avec des enjeux de croisement. Il y a une tension entre hiérarchie et puis aussi les attentes au fond du corps social, de son corps social, de son organisation, de son entreprise. L'hypothèse qu'on avait fait, c'était, vous voyez, on a dit nouvelle hiérarchie, nouvelles attentes, et puis en retravaillant les choses, en rediscutant, on s'est dit, mais on s'est trompé, c'est-à-dire qu'il faut partir de la question d'abord des nouvelles attentes pour pouvoir poser la question des nouvelles hiérarchies, au fond, hein. Donc c'est de ça dont il s'agit de parler, c'est ce que Xavier évoquait, la question du terrain, l'horizontalité du terrain, voilà, comment on incarne d'une certaine manière la réalité qu'on accompagne en tant que dirigeant. Je dirais juste le premier élément, c'est et on peut partager ou pas le constat, mais on sent bien qu'il y a un décrochage, quoi. Il y a un décrochage entre les hiérarchies, les anciennes hiérarchies, si tant est qu'il y ait des anciennes, mais bon, voilà, et les attentes du monde tel qu'il est en train de se produire, quoi. Et c'est peut-être ça qu'il s'agit de creuser, si on veut raccrocher, alors sans jeu de mots pour la SNCF, les wagons de la réalité sociale dans laquelle on est. J'ai osé, Diego. Si on veut raccrocher les wagons, il faut revenir sur une interprétation de c'est quoi les attentes au fond, la capacité d'être en vigilance et en décryptage et diagnostic de ce qui est en train de se jouer. La table ronde donc est constituée de Jérôme Gasquet que vous avez déjà vu, d'Éric Labrune qui est président d'Extime, et puis de Nicolas Hélary, DG de Vossloh Cogifère. Voilà, merci. Voilà. Première question rapide, de votre posture, de ce que vous êtes en tant qu'observateur au fond des réalités que vous côtoyez. C'est quoi cette tension-là entre hiérarchie et attente, et surtout c'est quoi les attentes que vous sentez, quoi. Éric. Merci Marc. Je voudrais revenir sur l'intitulé nouvelles attentes et nouvelle hiérarchie. Je pense qu'on pourrait inverser effectivement la proposition et de penser d'abord les nouvelles attentes avant d'essayer de comprendre ce qui a réorganisé dans les hiérarchies.
moi, je vois plusieurs paradoxes. Le premier paradoxe, c'est juste rappeler quand même ce que signifie hiérarchie. Dans la hiérarchie, il y a du sacré et il y a du pouvoir. Et moi, ce que j'observe en entreprise et par ailleurs, c'est une forme de premier paradoxe. C'est-à-dire que on est dans une nouvelle attente, et je l'ai fait ici devant tes étudiants, dans cet amphithéâtre, à faire un peu de provocation. C'est que on est dans une nouvelle attente qui ressemble étrangement aux anciennes. Et je vais sortir un terme parfois qui est un peu galvaudé et critiqué, de paternalisme. Le paternalisme a deux axes sur lesquels il fonctionne, c'est l'autorité et la protection. Et on s'aperçoit qu'en entreprise, et un certain nombre d'études le montrent, notamment celle de la Fondation Jean Jaurès, c'est que à l'issue de la crise du Covid, les salariés, les collaborateurs des entreprises demandent la protection. Ils recherchent en tout cas un peu plus d'autonomie, peut-être un peu moins d'autorité. On a fait référence à l'actualité, je peux pas m'empêcher de la faire moi aussi. C'est qu'aujourd'hui, on a un État qui conserve l'autorité, mais aurait tendance à un peu moins protéger ses citoyens. Eh bien, c'est ces paradoxes-là qui font éclater les organisations. Je pense que on peut revenir sans y revenir, parce que je pense pas qu'il y ait de nouvelles attentes. En fait, les attentes, elles ont toujours été celles-ci, enfin, de mon point de vue, et dans une organisation notamment, celle de la protection et de l'autorité. Mais l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc voilà ce que moi je mesure, et j'en parlerai un peu juste après avec une expérience qu'on a menée au sein de l'aéroport de Paris, plus qu'une expérience avec le comité d'éthique, mais dans lequel on retrouve ces deux éléments-là. En tout cas, il y a à discuter en entreprise de ces deux termes-là, de l'autorité et de la protection, avant de penser même l'organisation et ce pourquoi l'entreprise est faite. Nicolas ? Oui, moi je rebondirais en fait sur le thème de nouvelle attente. Je pense qu'il y a une attente qui reste, qui est là. Guillaume en a parlé tout à l'heure. C'est en fait un désir profond de participer, de tous les salariés, tous les gens en société. Je pense que ce désir reste et qu'il faut y faire appel, que c'est un grand rôle, un des rôles principaux du dirigeant, de faire participer, de faire que les opinions soient échangées. Et en ce qui concerne les attentes des collaborateurs, pour revenir sur les mondes parallèles qui sont un étant les jeunes et les vieux, entre guillemets, pour caricaturer, je pense qu'il y a un grand désir de participer des jeunes, mais de s'appuyer pour ça sur l'expérience des personnes qui sont là depuis plus longtemps, de façon à ce que les croisements existent entre ces deux mondes-là. Les autres attentes des salariés, d'autres personnes sont, à mon avis, assez concrètes, au-delà du désir de participer. C'est plus de solidarité, relier des mondes parallèles, c'est formulé dans pas mal d'entreprises, connaître les règles du jeu, qui est en fait de pouvoir donner du sens à ce qu'on fait, connaître les règles du jeu pour savoir, essayer de comprendre comment je vais avoir de l'impact, mon équipe et moi. Et je pense que quand on ramène, alors là on parle de fragments de vie dans une entreprise ou dans un service, mais quand on ramène ces attentes à un niveau très pratique, le leader peut commencer à travailler, entre guillemets, sur ces nouvelles attentes en faisant participer, qui est un moteur fondamental de l'être humain. Jérôme, tu as mieux ? Je sais pas, enfin bon, bref. On vous racontera notre longue route depuis 10 ans, mais après le pot. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur ce que disait Eric, parce que
je suis un petit peu à la fois d'accord et à la fois pas d'accord sur la notion d'autorité et de protection. Parce que ça fait 10 ans qu'on réfléchit quand même beaucoup aux organisations, au management depuis 10 ans. Donc, à force d'avoir vu 150 dirigeants, d'avoir travaillé avec eux, et puis après tous les intras qu'on a fait, moi, voilà, bref. Je m'intéresse beaucoup à comment une organisation peut rester vivante. Et si les organisations doivent rester vivantes, il faut qu'elles soient capables de faire face à une certaine forme d'adversité aussi. Et donc, à trop protéger, on risque de tuer la vie dans l'entreprise ou dans l'organisation. Et donc, le rôle du patron, c'est à la fois de protéger, mais c'est aussi à la fois d'exposer. Nos jeunes, si on les protège trop, le jour où on les lâche dans la vie, ils ne seront pas à la hauteur des attentes. Et je pense que le management, c'est ça aussi. Et c'est pour ça que, voilà, alors je dis c'est facile à dire, c'est facile, mais c'est très difficile à faire, mais que ça tient quelque part un petit peu à ça. Le deuxième élément, c'est que je vais reprendre un terme de Vincent Lénard, qui disait qu'en fait, il s'agit de prendre en compte le salarié non pas uniquement comme un objet de production, mais aussi comme un sujet en devenir. C'est-à-dire qu'il y a une attente, en effet, de plus, c'est que la personne soit prise en considération. Et ce qui fait que le management auquel on est confronté est beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin en tant que pilotage que ce qu'on a peut-être pu faire il y a 10, 20, 30 ou 40 ans. Et ça nous oblige à bouger sur nos postures. Et voilà. Et en fait, c'est d'aller chercher les moteurs de la motivation. Les moteurs de la motivation, c'est le plaisir, l'intérêt, l'envie, le besoin. Moi, j'ai co-dirigé une boîte pendant quelques années où, en fait, quand on faisait un entretien individuel, on commençait par entretien individuel, c'était plaisir, déplaisir. Quel plaisir j'ai dans mon job? Quel déplaisir j'ai dans mon job? Quel plaisir j'ai dans la relation avec toi? Et quel déplaisir j'ai dans ma relation avec toi? Une fois que vous avez résolu tout ce problème-là, ça va prendre 1h30 des 2 heures. Le reste, après, c'est cool, quoi. Enfin, le reste se fait tout seul. Mais si on n'engage pas en fait vraiment la relation en fait dans une vraie relation avec le salarié, avec le subalterne, avec le père, avec le chef, j'allais dire il y a quelque chose qui se passe pas. Je résume ce que j'ai entendu. C'est il y a des attentes paradoxales. On pourrait dire peut-être de l'ambivalence aussi, parce que c'est pas simplement du paradoxe. On est potentiellement dans les attentes vis-à-vis de son organisation, de sa socialité, sa direction, son management, aussi pris dans des espèces d'ambivalence. Alors, je résume un désir ou un besoin, on peut voir les deux, de contrôle, d'autorité. Tu as dit autorité, mais il y a aussi la question du contrôle qui était, me semble-t-il, derrière. Il y a la question de la protection, il y a la question de la participation, il y a la question de la solidarité que tu évoquée, il y a la question d'avoir une clarté des règles du jeu. Voilà. Donc, du coup, il y a quand même, autour de la question des attentes, d'abord, les attentes, c'est une boîte noire, quoi. C'est quand même le point crucial. On a les attentes de son terrain, d'une certaine manière. Je fais un clin d'œil à Xavier, mais on a les attentes de son terrain. Et puis les attentes, elles sont aussi à géométrie variable. Il y a une certaine fluidité dans les attentes. En entendant quand même ce que tu dis sur Jérôme, sur attention, en même temps, il y a à trop protéger, on prend un risque. Je pense à un livre qu'on a travaillé je cherche son nom, Taleb, Antifragile, qui est quand même assez intéressant. Taleb dit, au fond, un système qui n'est pas exposé au risque va perdre, au fond, sa capacité de résilience, pour faire un lien avec la question qui était posée. Voilà. Donc, il faut du jeu dans la stabilité, quoi. Et peut-être que dans l'existence même de chacun, dans sa vie sociale, dans son métier, dans sa fonction, etc., il y a cette tension là permanente qui s'exprime, ce qui fait que par rapport aux attentes, on est obligé de composer à vue d'une certaine manière, quoi. Il y a aussi une capacité à sentir ce qui est le bon timing, la bonne pratique, etc. Et du coup, deuxième question, c'est à partir des attentes que vous identifiez et qui sont à géométrie variable selon vos entreprises, etc., et les contextes de crise, parce que la crise, c'est pas simplement maintenant, la crise, c'est tout le temps, au fond, hein,
C'est le fait qu'une société, c'est en permanence en transformation. Voilà, vous avez des pratiques et des expériences qui pourraient être intéressantes à montrer comment vos organisations ont essayé de répondre au fond à un certain nombre d'attentes. Éric. La société dont je suis dirigeant fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Aéroport de Paris. Et on a mené une expérience, enfin c'est plus qu'une expérience, ce qu'on a entrepris comme membre du comité d'éthique, c'est que on a justement, et c'est pour revenir sur ce qui vient d'être dit, profiter entre guillemets de la crise pour entendre ce qui se passe dans l'organisation. Et on a tout simplement proposé à une trentaine de collaborateurs du groupe de témoigner de ce qu'ils avaient vécu dans l'entreprise. Je te corrige, ça a été proposé pas à une trentaine de collaborateurs, ça a été proposé à tous les collaborateurs du groupe, et il y a 30 collaborateurs sont portés volontaires de témoigner sur ce qui s'est passé pendant la crise. Ce que je trouve tout d'abord intéressant dans ce travail qui a été fait, ça rejoint un peu ce que dit François Julien, notamment dans ses bouquins sur la décoïncidence, c'est de repérer les écarts. Et ce qu'il dit surtout, c'est que on a à travailler de l'intérieur. Plutôt que d'avoir une flopée de consultants qui viennent en entreprise, regarder ce qui s'y passe et délivrer des PowerPoint, on n'a plus quoi savoir en faire, on a mené une expérience plus qu'expérience, on a fait un travail de l'intérieur. Et l'intérieur, ça veut dire, alors certes, accompagné de Marc, en l'occurrence, qui est coprésident, qui est vice-président du comité d'éthique, mais ce travail-là s'est fait de l'intérieur, en écoutant effectivement ces 30 témoignages, en réalisant un livre qui vient de sortir et d'être adressé à l'ensemble, des 4500 collaborateurs du groupe. Et ce que je trouve de formidable dans ce travail-là, c'est que c'est un matériau qu'on a partagé, un matériau brut, partagé, sans filtre de consultants, sans filtre d'analyse. C'est 30 témoignages qui ont été reçus au domicile de ces 4000 collaborateurs en début de semaine, et avec une introduction du président. Et ce que je trouve formidable, c'est que le travail dont parle François Julien dans un certain nombre de ses livres, ce travail fait de l'intérieur, on a profité, je le dis en définitive, de la crise du Covid pour regarder et pour repérer les fissures. Je crois que les témoignages, quand on les lit, nous permettent de repérer les fissures. C'est ce que dit François et Julien. Et puis j'aime bien aussi la citation de Solzhenitsyn, qui dit les cavernes, quand elles s'effondrent, elles commencent toujours par des fissures. Il ne s'agit pas de faire s'effondrer l'organisation, mais de profiter de ces écarts, de ces fissures, pour regarder ce qui s'est passé. Et ce que je trouve formidable dans ce qu'on a fait, c'est que on n'a pas refermé les plaies trop vite. C'est-à-dire qu'on a regardé ce qui s'y passe. Et en fait, ça a été un effet loupe de notre organisation. Il y a un matériau incroyable qu'on a pu récupérer et qui nous dit sur l'organisation. Alors évidemment, ça nous a dit sur les sujets eux-mêmes. Le travail, il est toujours à la fois dans l'écoute sur ce que dit le sujet, sur son propre parcours, sa vie, etc. Mais il dit aussi beaucoup de choses sur l'organisation. Et aujourd'hui, c'est 4000 personnes dans l'entreprise qui ont ce matériau-là et qui vont pouvoir y travailler. Juste pour compléter, cette expérience-là est assez intéressante parce que il y a une narration, quoi. Il y a un récit entre guillemets des fractures, des fissures, des difficultés, etc. Et c'est ce travail d'écoute-là est effectivement assez intéressant au regard de la prise en considération de ce que sont que les attentes des collaborateurs dans une situation chaotique liée à du contexte, etc. Voilà. Donc la question de narration est quand même un élément important.
Nicolas, toi, tu as une expérience de quelque chose qui s'appelle Cultura et qui est assez qu'on a partagé entre nous et qui est assez exceptionnel. Oui, merci. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Fosse le Cogifère, c'est un des leaders mondiaux des aiguillages dans le ferroviaire. Donc nous, en général, on essaie de faire en sorte que les trains changent de voie en sécurité pour justement briser le parallélisme. Et pour Cultura démarre dans une réflexion que j'avais eue avec Thierry Bonetto et ensuite Pierre Hurstel en 2020. Dans une ambiance, c'est une ETI internationale de 500 millions d'euros, post-Covid, compliquée, une ambiance froide, avec en France la fin d'un plan social et une nécessité donc dans le CODIR avec différentes perspectives, direction juridique, directeur industriel, supply chain, purchasing, etc. Nécessité en fait de refaire équipe et de ensemble redéfinir où on va et pourquoi en fait on fait cette réunion qui s'appelait à l'époque Agora, toutes les semaines d'un CODIR où chacun parle et où chacun égrène tout ce qu'il fait. En général pas ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on devrait faire. Et il y avait une grande usure, une grande froideur dans l'entreprise. Et dans les premiers échanges qu'on a eu avec Pierre, la décision qu'on a prise, en fait, c'est de diviser par 2 le nombre d'Agora, le nombre de CODIR habituels, pour remplacer une des 2 réunions par Cultura. Et Cultura, donc je vais la définir, en fait, était plutôt un endroit où on parlait... où on s'est basé sur les règles du jeu, sur l'étude Aristote de Google. C'est-à-dire que pour qu'une équipe soit performante, il faut qu'il y ait des règles du jeu claires, je vais y venir. Il faut qu'il y ait un temps de parole entre les personnes qui soient équilibré, qu'il y ait de l'échange et que ce soit, en général, ça l'est, bienveillant. Donc, en partant de là, on a proposé Cultura, qui a été accepté par la plupart des personnes. La réunion Cultura n'était pas obligatoire, mais la plupart du temps, tout le monde est venu. On a fait la réunion pendant 18 mois et on lui a donné une structure. La structure était toujours la même. Le temps de préparation d'une réunion Cultura pour 1, 2 ou 3 volontaires était d'1 semaine. La première question, c'était quel est le thème ? La deuxième question, c'était en quoi agit ce thème agit-il sur la performance, ce que n'est pas ce thème. Comment faire pour que ça marche? Et pour aller dans le concret, en fait, que faut-il actionner pour avoir plus de performance? Ensuite, qu'est-ce que cela coûte pour chacun? Et cela était, pour les personnes qui étaient intéressées, complété d'une liste de livres, de lectures, de vidéos, pour ceux qui voulaient aller plus loin. Et de façon très intéressante, sur 18 mois, tout le monde s'est prêté au jeu. On a abordé des thèmes comme l'engagement des équipes, les métacompétences, la fin des super-héros dans le management, le retour en France pour les expatriés, donc je parle en connaissance de cause, un thème très, très personnel, et un dernier thème qui est revenu beaucoup de fois, c'est de la décision à l'action. On parle, mais comment arriver à de l'impact. Et je pense que ce qui s'est passé sur Cultura, c'est quelque chose qui s'est d'abord passé en moi, c'est que j'ai dû expliquer les décisions qu'on avait prises en 2018, 2019 et pendant le Covid, donc plan social, etc., de façon très claire, en révélant aussi les arcanes de quelques décisions qui n'avaient finalement, en les expliquant, rien de secret. Et au fur et à mesure de telles discussions, complétées par les commentaires, les réactions de certains, l'habit du dirigeant, le mien et ensuite celui des autres, s'est desserré. Et on a réussi, dans le temps, à créer des vraies complicités. Les premières réunions Cultura étaient préparées par une personne. Au fur et à mesure, elles étaient préparées par 2 ou 3. Et ce qu'on a gagné, en fait, c'est d'abord de devenir un groupe d'amis. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du mot dans le monde du travail. C'est quelque chose qui, en moi-même, a évolué depuis 3 ans. Et ce qui s'est passé le plus important, c'est qu'en ce qui me concerne, je ne travaillais pas moins qu'avant, mais j'étais beaucoup plus efficace, puisque je pouvais
en confiance, m'appuyer sur plusieurs collègues. Les relations étaient beaucoup plus simples. Et je pense qu'avec 50% de moins de réunions, on avait une efficacité accrue qui demande à être développée dans des écrits, dans des vidéos. Il y a eu des témoignages sur Cultura que je vais essayer avec les équipes de publier ces prochaines semaines, ces prochains mois, pardon. Donc c'est quelque chose en fait de très 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 pratique, où on revient sur le thème de la confiance, donner la confiance, et où en fait la performance humaine amène une performance économique qui nous a tous et toutes surpris, pour être très très clair. Et d'ailleurs, pour revenir sur le premier thème, Marc, de tout à l'heure, aucun d'entre nous n'a questionné en fait l'exigence de performance. C'est quelque chose qu'on a toujours accepté, avec effectivement toute la complexité qui augmente, mais ça n'a jamais été le sujet de trouver des excuses, de chercher ailleurs, etc. Il y a eu vraiment, grâce à cette méthode, à cette animation. Alors Pierre Hostel, qui est là, animait également les réunions. Je pense que c'est très important pour réparer une situation comme ça aussi, de faire appel à un ou une spécialiste. Et donc voilà ce qui s'est passé dans Cultura, et ça continue, et je pense que chacun, hors Cultura, chacun de nous, on était une dizaine, réplique cette méthode et remet du vivant là où il faut en remettre. Puis c'est de ça qu'on a parlé pendant 18 mois. Jérôme ? Je vais être rapide parce qu'on prend du retard. Je pense qu'il y a il faut peut-être différencier aussi les mondes dans lesquels on est. Ça fait plusieurs mois, moi, que je traverse la France et que je suis plutôt au contact de PME et d'entreprises de taille intermédiaire et de beaucoup de petites entreprises. Et en fait, dans les petites entreprises, les gens, le sujet, il est simple. Ils veulent juste un bon patron, un bon travail et un bon salaire. Et ils se posent pas de questions métaphysiques. Et j'ai peut-être dû travailler étroitement avec une douzaine d'entreprises depuis septembre. J'en ai 10 en ce moment. Et tous ces sujets-là, vous les mettriez là et dites, mais de quoi vous parlez, quoi? Donc en fait, il y a le monde du grand groupe, il y a les multinationales, etc. Donc je voulais juste faire un petit détour pour se dire, il y a pas que notre monde à nous, ce monde-là qui existe, il y en a d'autres aussi. Je ne sais pas s'il est parallèle ou ils se croisent de temps en temps, parce que ce sont des fournisseurs de grands groupes, mais il faut aussi parler d'eux parce que c'est quand même là que se fait le tissu, qu'est le tissu économique. Ça, c'est le premier élément. Mais je voulais juste vous parler d'une petite boîte que j'ai accompagnée pendant quelques temps. Petite entreprise, 1000 feuilles de paye tous les mois, qui fait du ménage en région parisienne. Et ce sont des gens qui travaillent tôt le matin, tard le soir, qui la journée rentrent chez eux. Et la population, vous recrutez par rapport dans une population de migrants. Et j'ai côtoyé ces équipes et j'ai notamment interrogé pas mal de clients de dire pourquoi vous gardez cette entreprise, enfin pourquoi vous travaillez avec elle. Ils disent, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des gens, je ne sais pas si vous savez, dans le ménage, quand on change d'employeur, l'équipe reste sur place et simplement l'entreprise prend le relais mais avec les mêmes équipes. Et ils disaient, c'est la première fois qu'on a déjà des équipes qui, un, font un travail excellent et deux, ne disent jamais de mal de leur employeur et au contraire sont hyper attachés à leur employeur. Et cette entreprise, en fait, a simplement en fait essayé de mettre en place un management exigeant, on va dire, mais aussi avec beaucoup d'humanité, en accompagnant les migrants dans l'apprentissage du français, en les aidant à avoir des papiers, etc. C'est une boîte qui fait pas de bruit. C'est une boîte qui fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui fait un résultat net tout à fait correct et qui a réussi Et simplement pour vous dire, il y a d'autres façons de faire, dans d'autres environnements. Et je vais m'arrêter là parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures. Mais c'est pour dire aussi, mais ça peut être aussi simple que ça. Mais facile à dire, mais très difficile à faire. Et moi, j'ai été hyper étonné et impressionné par l'humanité et le professionnalisme de ces équipes sur des populations qu'on pense très souvent immanageables ou difficilement manageables. Une dernière question rapide pour chacun d'entre vous.
ce travail au fond de crantage sur les attentes réelles et pas simplement fantasmées, supposées, etc. de la réalité terrain des lieux qui sont les vôtres. Voilà, ça produit quoi comme effet d'impact sur à la fois le dirigeant que vous êtes et puis et sur le collectif, quoi, en très peu de mots. Moi j'ai plutôt envie de parler de savoir ce que ça peut transformer sur ma façon de fonctionner en entreprise et en tant que dirigeant. Moi, je voudrais juste évoquer ici le travail que l'on fait dans ce cercle et que l'on fait depuis quelques mois sur ce changement de perspective. On avait partagé une lecture et c'est comme ça qu'était venue aussi, entre autres, l'idée de la verticale et de l'horizontale. En évoquant Francis Allais, qui est un botaniste français évidemment très réputé et qui avait posé et qui a posé sur les forêts amazoniennes ses postes d'observation. Je trouvais intéressant dans son approche le changement de perspective, c'est de regarder la forêt d'en haut et de repenser la hiérarchie justement entre le végétal et l'animal et voilà. Et j'évoque ça parce qu'en fait c'est le travail que l'on fait ici dans ce cercle. Et ce qui m'a, je dirais, fait progresser ou en tout cas changer dans ma vision des choses, c'est de reconsidérer systématiquement ma place, je dirais, dans la hiérarchie et en définitive dans la hiérarchie, c'est-à-dire dans l'organisation et ma place. Et en fait, la question de la place est essentielle pour le dirigeant, c'est-à-dire cette capacité à se reconsidérer. Et le travail qui a été fait notamment avec le comité d'éthique et dans l'expression des attentes, parce qu'en fait on a évoqué les nouvelles attentes, elles sont pas nouvelles, elles sont entendues. Et je crois que la crise a été d'une certaine manière un cadeau fait aux entreprises, celles qui ont su le saisir, et pour se dire est-ce que je suis capable d'entendre ce qui est dit ou voilà. Donc juste pour conclure, les nouvelles attentes n'ont rien de nouvelle. Et je pense qu'elles ont été entendues, en tout cas dans un certain nombre d'entreprises, parce que on a fait ce travail-là d'écoute. Nicolas, ce que ça produit, en fait, je pense que le courage du manager et le courage de l'équipe Cultura, c'est toujours plus facile d'avoir du courage à plusieurs. En fait, crée du courage dans les équipes qui sentent qu'on est motivé et cette complicité en fait amène de la force et de la performance économique et humaine. C'est ça en fait ce qui se passe quand on va s'imprégner de ce qui se passe et quand surtout on écoute. Et la fin des rencontres Cultura qu'on a eues, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à aborder le thème des métacompétences, en fait, de comment utiliser notre temps, de comment nous, en tant qu'équipe dirigeante, nous déconnecter de façon à garder notre attention pour les équipes, pour les personnes dans les usines, ou les thèmes vraiment, vraiment importants. Donc les effets, en ce qui nous concerne, sont des effets de courage pour toute l'organisation et une vraie volonté de focalisation sur les équipes, sur les usines et les métiers finalement. Jérôme ? Pour terminer, moi, et tu me reconnaîtras là, je ferai la différence entre le dirigeant par temps calme et le dirigeant par temps agité. Par temps calme, en effet, c'est le temps qu'on passe, c'est la connaissance intime de l'humus de l'entreprise qui me paraît être un élément déterminant, le temps qu'on passe à côté des équipes pour aller chercher des idées, d'initiatives, voilà, des discussions, j'allais dire, à la fois techniques et humaines. Et par temps agité, c'est le marin qui regarde par temps calme la mer et par temps agité, il regarde le capitaine. Et par temps agité, en fait, les attentes, elles sont très différentes et nos postures sont, par définition, attendues, sont complètement différentes. Et d'être capable d'avoir un drive beaucoup plus fort, quitte à aller parfois jusqu'à la confrontation.
Je me souviens d'une fois d'avoir eu une posture tout à fait inappropriée en essayant d'aller chercher du dialogue et une certaine forme d'approche assez humaniste dans un conflit social dans le domaine de la métallurgie. On m'a juste fait comprendre que j'étais le patron et que dans le conflit social, il fallait que je l'assume et que je l'incarne jusqu'au bout dans le conflit et que toute discussion parallèle était la malvenue. Donc il y a aussi ces réalités-là au niveau économique dans lesquelles il faut, voilà, le dirigeant peut avoir à s'ajuster pour essayer de mener la mission qui est la sienne. Pour conclure, avant de passer à quelques questions, hein, le temps est explosé, donc il faut qu'on arrête. Je trouve c'est intéressant l'expression d'humus au fond, parce que on dit beaucoup, il faut revenir à la question du terrain, écouter le terrain, les attentes, etc. Mais le terrain, il peut être sec, quoi. Donc non, mais une terre, elle est vivante si il y a de l'humus, c'est-à-dire cette espèce de couche là qui fait des multiples manières, au fond, d'être vivant. Je dis multiples manières d'être vivant parce que je pense à un bouquin de Baptiste Morisot, qui est un philosophe, dont le titre s'appelle, peut-être certains d'entre vous l'ont lu d'ailleurs, je vous invite à le lire parce moi je le trouve assez exceptionnel ce livre, Manière d'être vivant, et il dit la chose suivante, ce sera la conclusion en fait de la table ronde, mais il dit: nous avons besoin d'une écologie des lieux et d'une éthologie des autres. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement puissant, comme une écologie des lieux, c'est-à-dire, voilà, les lieux qui sont les nôtres, c'est un écosystème fait de multiples manières de vivre, des attentes différentes, des enjeux différents, des représentations différentes. Et donc, on a besoin d'une écologie, c'est-à-dire au fond d'une science de la prise en compte de l'écosystème, quoi, qui est, voilà. Bon. Et donc du territoire, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, au fond, c'est ça, hein, c'est un territoire et pas une carte, quoi, une écologie des lieux, hein. Et puis une éthologie des autres, éthologie, voilà, et ça renvoie un peu à ethos, quand même, le comportement, une compréhension du comportement des multiples acteurs qui font la réalité objective de ce qu'est l'entreprise et ce vers quoi on va, et peut-être c'est ça qui est l'enjeu. 5 minutes éventuellement pour une ou deux questions pour ceux qui, Jérôme, et puis mademoiselle, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Déjà très intéressant cette discussion, très pertinent. Moi, je travaille dans une boîte, donc j'encadre une équipe et je constate, je suis persuadé du fait que l'attention à la bienveillance, à la sensibilité, à l'éthique, c'est tout à fait un sujet actuel. On consacre du temps à notre collaborateur parce que c'est un sujet très intéressant qui amène aussi la performance. Mais on constate aussi, de l'autre côté, en même temps, des phénomènes comme quiet quitting, les grandes démissions. Alors, je me pose une question déjà à moi. On consacre beaucoup de temps, en fait, à notre collaborateur. On organise des meetings justement pour l'écouter. Mais à l'autre côté, on assiste à des phénomènes assez récents, en tout cas ici en Europe, pas beaucoup aux États-Unis, les grandes démissions ou quiet quitting, hein, qui démontrent une sorte d'insatisfaction cachée, mais pas trop d'ailleurs, dans les salaires, donc dans l'effectif. Et donc, c'est une question que je me pose à moi, autant que manager. On fait des efforts, mais d'un autre côté, on constate en fait une sorte de décalage entre les efforts et voilà l'attachement du salarié à la boîte, voilà, les démissions, les quiet quitting qu'on voit tous les jours. Merci. On va peut-être pas répondre complètement. Juste ce que vous évoquez, pour moi, ça renvoie à ce que j'avais évoqué sur la question du décrochage, quoi. Ça décroche, c'est-à-dire que il y a des enjeux différents selon les individus, etc. Et c'est quelle est l'attention qu'on a, hein, le porter attention sur, au fond, ces nouvelles motivations qui peuvent emmener alors beaucoup de
dans l'entreprise, on sait bien qu'on a beau amener des salaires supérieurs, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'une jeune génération, par exemple, va décider de rester. Voilà. Donc il y a des choses nouvelles là-dessus qui sont en train de se mettre en place. Il faut réussir à les comprendre, à les analyser et aussi, peut-être à inventer aussi d'autres modèles pour répondre au nouveau paradigme que l'entreprise est obligée d'assumer de ce point de vue-là. Entre Guillaume, entre la jeune génération et la plus ancienne, voilà. Je pense qu'on est assez lucide. Hein. On a parlé d'expérimentation, d'expérience, de fragments. D'un autre côté, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce dont on a parlé aujourd'hui, la solidarité, suivre les attentes clients, c'est en fait une tendance qui est suivie dans beaucoup d'entreprises qui se disent d'être des entreprises à mission. Donc, il va falloir parler concrètement de l'impact de ces stratégies. Est-ce que ce sont des effets d'annonce ou est-ce que c'est suivi d'effets? Donc moi, en ce qui me concerne, je suis pas désespéré, mais lucide. On parle de fragments, mais on est vraiment là au cœur des entreprises à mission et certaines, peut-être traditionnelles, peut-être plus petites, y arrivent très très bien. Et c'est là qu'il faut chercher de très bons exemples. Je voulais juste terminer, parce que je vois qu'effectivement, on a très peu de temps. Est-ce que la réponse, c'est pas justement que la technologie et l'information fait qu'on attend maintenant les nouvelles attentes, c'est que non seulement les jeunes, mais toute génération attendent beaucoup plus de qualité du patron. Si on prend juste cet exemple sur le patron, et voilà, je veux juste en rester là. Merci. Ok, on ne répondra pas à la question. Charles-Henri, tu veux... On est collègues à HEC, donc... Chez les nouvelles attentes, avant même la pandémie, on avait initié au Collège des Bernardins avec Michel de Verville une expérience managériale et qu'on a traduit dans un livre en septembre 2022 qui s'appelle « L'ingénierie des libertés ». Alors, ça fait un peu bizarre de mettre un oxymore comme titre. Or, l'idée qu'il y avait derrière, et qu'il y a toujours d'ailleurs, c'est d'avoir la possibilité aux managers, à leurs équipes, de construire leur propre espace de liberté, ce que Crozier appellerait une forme de zone d'incertitude, sans parler de relations de pouvoir. Et en même temps, le mot ingénierie veut dire qu'il y a quand même une organisation. Ce n'est pas on est d'ailleurs, dès les premières pages du livre, on s'inscrit en faux contre le modèle de l'entreprise libérée, pour dire les choses clairement. Donc, on va retenter l'expérience à partir de septembre 2023 avec 5 entreprises, avec à peu près une vingtaine de managers. Et ça va être intéressant parce qu'on va voir si post-pandémie, on va avoir les mêmes réflexions, alors il y a pas mal d'outils, il y a des grilles, ceux qui connaissent le bouquin, il y a 22 exercices en liberté. Et ça, c'est la créativité de Michel de Verville. C'est quand même l'auteur principal du livre. Merci. On s'arrête là. On voit bien qu'on pourrait prolonger. D'ailleurs, le cercle prolonge. Hein, on voit bien qu'on vient juste d'amorcer. Nous, ça fait 8 mois, 6 mois qu'on travaille sur des questions comme ça et on continue. Le cercle dirigeant est né. En tout cas, publiquement, il est né. Vous êtes là, voilà. C'était une manière de rendre visible un peu les travaux. J'ai mis des feuilles. Alors, il y a vous pourrez suivre un cocktail pour continuer, prolonger les échanges de manière un peu informelle. J'ai mis des feuilles sur ceux qui veulent suivre un peu le cercle. Laissez-nous les adresses, etc. Téléphone. Restons en contact, bien évidemment. On refera un événement très certainement d'ici fin juin. Voilà, ce qui sera une manière de prolonger les choses. On est en train de construire un blog qui permettra de nourrir et d'implémenter d'autres réflexions, etc. Vous êtes les bienvenus à nous suivre, voilà. Et merci à vous tous. Merci à ceux qui étaient en distanciel. J'espère que la technique a suivi. J'ai vu qu'il y avait des problèmes de son pour certains, etc. J'espère que ça n'a pas été trop handicapant. Et à très bientôt à tous et à toutes.